Avant de passer la parole à la salle, est-ce que vous avez des interférences, des questions que vous vous posez entre vous? Moi, j'en ai une sur le trou américain. Parce que tu démarres au départ sur des oxydes, tu finis sur des sulfures. Donc ça veut dire que tu dois avoir des teneurs qui sont très différentes entre la surface et le fond. Et ça, il faut en tenir compte dans les modélisations, au fur et à mesure où tes trous sont de plus en plus profonds. C'est bon. Oui, alors il y a des spécialistes dans la salle, hein, du cuivre. Je vois Louis Rimbaud ici qui pourra en parler mieux que moi. C'est pas les mêmes volumes, hein, entre les sulfures et les oxydes. Oui, c'est pas les mêmes volumes, c'est pas la même métallurgie, c'est pas la même chose. Donc en fait, les oxydes sont plutôt un bonus par rapport aux sulfures. Mais c'est les premiers que tu attaques au démarrage. Oui, c'est ce que tu. Alors avant, autrefois, on n'utilisait pas ces oxydes. Maintenant, on les valorise. Voilà, donc c'est plutôt un plus. D'accord. Et on voit sur les techniques aussi, par exemple, à un moment, vous parlez aussi de biolixiviation tout à l'heure, et c'est vrai qu'on passe à des systèmes très différents, où au départ, la matière première était dans le sol, et maintenant, elle est dans les terrils d'exploitation du siècle dernier. Quoi. Oui, bien sûr, parce qu'on baisse la concentration des gisements exploités, et donc on arrive à des niveaux de concentration exploités maintenant qui correspondent à la concentration des déchets d'autrefois. De l'époque. Ouais. D'autres questions entre nous? Non, Guillaume? Une ou deux, allez, puis après on passe à la salle. Non, mais juste un mot. Et Michel aussi. Ce que j'aurais aimé aussi t'entendre dire, c'est toute la chaîne indirecte de matières premières qui soit impliquée. Et je sais que tu fais des modélisations extrêmement intéressantes parce que pour aller chercher du cuivre, il faut de l'eau. Et pour l'eau, il faut peut-être désaliniser l'eau qui vient de l'océan Pacifique au Chili. Et pour la désaliniser, il faut de l'électricité. Et ce que je trouve passionnant, c'est l'approche holistique en fait, d'Olivier Vidal sur ces questions-là, qui montre qu'en fait, la chaîne de matières premières et toutes les matières premières qui indirectement sont impliquées dans le produit fini, en fait, ça dépasse complètement notre approche locale de la production et de la consommation de ces technologies. Et ça va exploser les coûts parce que l'eau salée, ça marche pas? Alors, une partie de l'eau salée, on peut le faire, je crois, mais pas tout. On la désalinise, on a besoin d'eau douce. Pour un procédé, je ne connais pas, mais on peut faire un peu, mais pas à 100%. Michel, quelque chose? Je voulais juste dire qu'en Europe, les pays les plus forts en termes de recyclabilité sont également les pays qui ont une exploitation minière, notamment les pays nordiques, puisque vous avez vu que ce qui rend la Chine redoutable, c'est d'une part qu'elle a accès à des matières premières, soit sur son territoire, ou bien alors elle a acheté des gisements dans les autres pays, mais elle a aussi évidemment les usines, on les a vues, de transformation pour extraire les métaux. Et encore une fois, en Suède, avec les mêmes usines, ont des sources d'approvisionnement qui peuvent être des déchets ou qui peuvent être des matières premières. Donc il ne faut pas opposer recyclabilité avec exploitation minière. Et on voit, c'est l'une des raisons qu'on a d'avoir des difficultés en France pour le recyclage, c'est que les déchets sont exportés en fait. Et donc ils servent de matière première et ils servent encore à renforcer l'industrie chinoise. Donc tout ceci mériterait d'être analysé de façon très fine, mais effectivement on s'expose. Et je dirais quand même qu'en Europe, les pays nordiques ont quand même une stratégie, d'ensemble qui est assez séduisante. Alors sur les exportations, quand même, il y a des choses de déchets, hein, il y a des choses qui sont faites. L'analyse fine a été faite en 2005. En 2010, où on s'est aperçu que, les douanes ont montré que dans les grands ports européens, 50% des 3E, l'exportation des déchets électroniques était faite de manière illégale et violait les accords de Bâle. Donc voilà. Alors après, il y a une raison à ça. Il faut essayer de comprendre. Il y a une raison pour laquelle les industriels ont une volonté d'exporter leurs déchets. C'est une question de coût aussi. Mais il y a un travail à faire là-dessus, c'est évident. Et l'analyse montre que... Ça ne durera pas éternellement, de toute façon. Non. Et le mot dans tout ça, et moi je te suis tout à fait, Olivier, c'est la sobriété. Hein. Oui. De quoi a-t-on réellement besoin en étant demain, effectivement, 8, 9... Oui, puis travailler sur la fonction, c'est-à-dire on doit assurer une fonction, ça c'est très clair, une fonction de automobile, par exemple. La sécurité routière parle beaucoup de vitesse, bien sûr, mais c'est un demi de MV2, donc il y a vitesse au carré, et puis devant il y a masse. Si on a une voiture dont la masse est 2 tonnes 5, je veux dire, c'est un non-sens, mais en plus c'est dangereux. Je complète là-dessus en disant qu'on n'a pas besoin d'avoir une voiture pour soi tout le temps. On peut très bien avoir seulement besoin d'une voiture quand on l'utilise, et sinon c'est quelqu'un d'autre qui prend la même voiture. Donc là, il y a effectivement des économies possibles. Écoutez, on va passer maintenant les questions à la salle. Je suppose qu'il y en a plein.
vous présentez rapidement et puis vous posez votre question. Alors des questions courtes, hein, pas des longs palabres de commentaires, ou alors rapides. Bonjour. Et nous répondre de façon courte aussi. Bonjour, Anne-Cassandre Ledoux, ingénieure agronome. J'ai une question, on n'a pas parlé des low-tech. Donc les low-tech, c'est comment remplir une fonction avec moins de matière, moins de métaux, moins d'eau, moins d'énergie. Donc je pense que ça pourrait être une des solutions qui pourrait être mise en avant. Et en particulier, donc, comme je suis ingénieure agronome, au niveau du génie végétal, il y a les plantes métallophytes. J'ai recherché des données sur les performances de ces plantes et j'en ai trouvé assez peu. J'ai vu qu'il existait des brevets au niveau de l'INRA Montpellier et également à Nancy. Mais que pensez-vous de la performance possible des plantes pour le recyclage des métaux? C'est parti déjà, hein. Il y a des gens qui travaillent dessus en France. Claude Grison à Montpellier travaille là-dessus, sur les plantes accumulatrices de nickel, de zinc en Nouvelle-Calédonie. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a des toutes petites plantes qui sont incroyablement capables de faire des choses comme ça. La bioremédiation aussi, comment est-ce qu'on va dépolluer des sols qui ont été contaminés si demain on veut les redestiner à une production agricole, par exemple, et non pas uniquement une exclusivité minière. Oui, il y a tout un gisement fantastique là, de bio-inspiration à aller chercher, mais il faut les prendre dans ces plantes spécifiques qui ont évolué avec ces métaux lourds, en fait, hein, qu'on évoquait ici ce soir. Alors sur low-tech, oui, il y a des gens qui font ça. Hein. On travaille beaucoup, nous, avec par exemple Roland Jourdain à Concarneau, sur Jourdain Explore, où on a pris des polytechniciens, donc on a pris des jeunes qui avaient envie d'y croire et qui ont fait le tour du monde, et puis qui nous ont ramené un tas de techniques que l'humanité avait inventées au cours des temps, depuis très longtemps. Ils font des choses incroyables, sans courant électrique, par exemple. Donc oui, c'est des choses qu'il faut qu'on regarde, et ça va revenir sur la course à l'énergie et puis au coût qu'on évoquait tout à l'heure. Pour les low-tech, ouais, c'est un vrai sujet de réflexion actuellement. Quand on dit low-tech, c'est aussi vague que high-tech. Hein. Donc il faut déjà arriver à définir un peu. Mais c'est pareil, si on se base sur la fonction, typiquement la fonction de réfrigération, effectivement, peut être assurée facilement par une évaporation. Je veux dire, les routiers, ils mettaient leur bouteille d'eau sur le rétroviseur autrefois, enrobée d'une serviette humide. C'était parce que quand on évapore, on crée du froid. Et il y a plein de techniques, c'est vrai, qui sont développées, notamment en Inde. Hein. Il y a des frigos, enfin moi j'en ai vu fonctionner, des choses qui réfrigéraient les aliments et qui sont à base d'argile cuite et poreuse. Bon, après il faut rester raisonnable. Hein. On va avoir du mal à convaincre les gens d'installer ça chez eux, dans leur appartement. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est ce sujet d'acceptation aussi qui est vital. Donc remplacer pour des applications domestiques, j'entends, du high-tech par du low-tech, ça demande de convaincre les gens. Et puis après, pour des applications de masse, c'est encore d'autres problèmes. Ça va dépendre. Oui. Ça va dépendre beaucoup des pays aussi. Il y en a que ça marchera, d'autres ça ne marchera pas. Regardez sur les climatiseurs. Hein. L'an dernier, la vague de chaleur d'une semaine à Paris, fin juin, les gens ont acheté des climatiseurs. Ça a monté de 3 degrés la température de Paris. Et là, je voudrais bien avoir le chiffre pour cette année. Hein. Bonjour, Sidney, je suis président fondateur de Bioxégie dans le biomimétisme. Merci pour cette intervention. Je pense qu'on peut en retenir encore une fois que la meilleure des ressources, c'est celle qu'on n'utilise pas. J'ai une question, on a beaucoup parlé du domaine du secteur de l'automobile, c'était passionnant, des voitures électriques. On parle aussi beaucoup en ce moment, évidemment, comme alternative à l'avion, évidemment, du domaine ferroviaire. Je voulais savoir ce qu'il en était, donc quel impact en fait du domaine ferroviaire, des technologies ferroviaires sur les métaux rares, mais aussi le cuivre. Voilà, merci beaucoup. Alors, je sais pas. En fait, je sais pas. C'est pas tout à fait ça. C'est extrêmement difficile de faire des bilans de matière qui soient précis, parce que on a une gamme d'objets. Si on prend le cas des trains, par exemple, on a des technologies de trains qui sont extrêmement différentes. Les trains qu'on utilise en France, c'est pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on utilise en Chine, par exemple. Et donc, les intensités matières, ça veut dire la quantité de matière par unité d'énergie dépensée, sont différentes. Donc, on a deux options possibles quand on s'attaque à ce problème-là. Soit on va dans le détail des technologies, et là, on se perd rapidement, d'autant plus que les technologies évoluent rapidement au cours du temps. Soit on y va un petit peu à la louche, quoi. Donc,
y aller à la louche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre une quantité d'énergie pour le secteur du transport dans sa globalité et transformer ça en équivalent automobile, par exemple. On va dire, voilà ce qui se passerait si c'était tout des automobiles avec ces quantités-là. Après, et ensuite, on fait des erreurs quand on fait ça parce qu'on n'identifie pas effectivement les trains par rapport au reste, et c'est pour ça que je dis je ne sais pas dans le détail. Je ne peux pas répondre à la question dans le détail. Voilà. En tout cas, en termes d'émissions carbone au kilomètre, il n'y a pas photo, prenez le train. Bonjour, j'ai un master en RSE, j'ai travaillé sur la problématique des transports urbains dans le cadre de mon master. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que la croissance n'était pas toujours souhaitable et que l'extraction des minerais était fortement liée à la demande. Donc aujourd'hui, je voulais savoir pourquoi on subventionne encore l'industrie automobile aux dépens justement du ferroviaire, par exemple, que vous venez d'encourager à utiliser. Est-ce qu'il y a une vraie logique derrière ça? C'est-à-dire, est-ce que le fait de passer par des véhicules électriques avant de passer par d'autres modes de transport est vraiment quelque chose de nécessaire, ou est-ce qu'on ne peut pas directement dire aujourd'hui, il faut vraiment penser à l'après-voiture? Si, évidemment, mais c'est ce que je voulais dire quand je mentionnais une approche systémique qui devrait exister, c'est-à-dire avoir une planification, on va dire, sur une dizaine d'années, au-delà c'est difficile, avec des objectifs et effectivement essayer d'avoir un phasage. Mais pour répondre un petit peu à la question, il n'y a pas de logique actuellement à subventionner plus l'un que l'autre. Enfin, c'est pas réfléchi sur la décennie, en tous les cas, à ma connaissance. Sauf que le jour où on mettra les camions sur un train, ça sera quand même beaucoup mieux, bien évidemment. Ça, on est bien d'accord. Donc, il y a un vrai travail là-dessus à faire. Il y a 15 000 camions par jour qui passent au col du Pertus. Ils vont tous de Barcelone à Montpellier. Qu'est-ce qu'on attend pour les mettre sur des trains? Et nous sommes à Paris, vous connaissez peut-être les chiffres, 83% de l'espace public est occupé par des voitures dans lesquelles il y a en moyenne 1,7 personnes. Donc peut-on penser l'après-voiture vu ces chiffres-là, on se demande effectivement s'il n'y a pas un truc plus collectif et moins énergivore, qui prend moins d'espace à imaginer. Oui, bonsoir. Jacques Varret, je suis géologue. J'avais deux questions, commentaires. La première concerne un peu l'introduction qu'a fait le ministre sur l'importance de la science. Et je pense que si on est ici en train de parler de transition écologique, c'est notamment parce que le GIEC a fait un travail remarquable avec, disons, l'ensemble des scientifiques de la planète qui ont travaillé sur une issue qui est maintenant bien sécurisée du point de vue scientifique. Ce que je regrette beaucoup, c'est que le même travail n'ait pas été fait par les géologues et les géophysiciens sur les ressources. Et je plaide pour la création d'un GIEC des ressources, un GIER. Je pense qu'on a terriblement besoin de cela pour connaître effectivement les limites en termes de ressources, même si c'est des questions complexes et difficiles. Je pense que mettre bout à bout les capacités américaines, notamment européennes, ce serait véritablement nécessaire pour mieux guider, disons, nos choix. Et puis une autre remarque que je voulais faire du même ordre, ça concerne l'Europe même. On vient de voter pour les élections européennes. Il est dramatique de constater que l'Europe est totalement absente au niveau mondial concernant ses ressources. Les États-Unis ont depuis des années une stratégie très solidement, disons, implantée grâce à l'USGS, le service géologique américain, qui a effectivement, disons, les moyens de faire une bonne analyse des ressources mondiales. Les Chinois n'ont pas manqué non plus de cela, et d'ailleurs le ministre de la géologie en Chine a un rôle très important. Les Chinois, on l'a vu à travers les slides, ont effectivement cette vision du monde. L'Europe ne l'a pas. Et ce n'est pas, disons, nos pays, chacun individuellement, qui peut le faire. On voit bien que, disons, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Donc voilà, je pense qu'on a là deux enjeux très importants et concernant ces derniers points,
j'aimerais bien voir émerger au niveau européen une mise bout à bout des capacités des services géologiques européens et des scientifiques travaillant sur ces questions pour qu'on ait effectivement une vision et une stratégie à l'appui de nos politiques. Moi, je crois à la mine stratégique, parce qu'il faut que nous ayons ces ressources stratégiques, parce que si nous voulons faire cette transition, si nous voulons des batteries de voitures électriques pleines de lithium, il va bien falloir que nous allions chercher ce lithium quelque part, et il y en a en Europe. Je crois à la mine responsable, pas propre, parce qu'une mine c'est jamais propre, mais on peut faire de la mine responsable, c'est-à-dire qu'on peut faire mieux chez nous qu'ailleurs, et après tout, quitte à aller chercher ces métaux, parce qu'il va bien falloir aller les chercher quelque part, je préfère qu'ils soient extraits chez nous, plutôt que d'aller les extraire ailleurs, et peut-être que finalement ouvrir des mines en Europe, c'est une bonne décision écologique. Je crois à la mine solidaire, c'est-à-dire que c'est trop facile de laisser les pauvres extraire les minerais pendant que nous avons des iPhones à 1000 balles. Et nous sommes dans le ministère de la transition écologique et solidaire. Et qu'est-ce qu'il y a de solidaire ? À laisser la pollution ailleurs et à ne profiter que de la face la plus verte de cette transition. Donc je pense qu'il faut qu'on assume ce fardeau. Et je crois à la mine pédagogique. C'est-à-dire que la mine pédagogique, c'est un moment, si nous avons une mine dans notre jardin et qu'à chaque nouveau téléphone que nous achetons et à chaque nouvelle voiture électrique que nous voulons acheter, c'est un trou qu'on fait dans notre jardin, peut-être qu'à ce moment-là, vous dites, on va peut-être essayer de la réparer, cette voiture, peut-être essayer d'acheter un téléphone chez Back Market. Et donc moi, je pense qu'il faut des mines chez nous pour réaliser le lien entre la matière et le produit fini, parce que nous avons perdu ce lien à la matière. Ce que nous avons gagné en pouvoir d'achat, nous l'avons perdu en savoir d'achat. Oui, moi je comprends votre remarque. Après, je ne suis pas certain que ça soit vraiment une bonne idée d'avoir une estimation précise de toutes nos ressources. Parce que ça va être beaucoup et on ne va pas hésiter à puiser dedans. Donc mettre un peu de flou derrière, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Après, je suis d'accord que si on peut ramener les extractions, au moins au niveau européen, ça serait une bonne chose. Il y a deux enjeux derrière. Il y a effectivement l'accès aux ressources et puis il y a le développement de technologies. Les Finlandais, quand ils ont lancé leur grand programme de réhabilitation du domaine minier dans les années 2000, sont devenus des producteurs très importants de technologies minières et exportent cette technologie. Donc ça va même au-delà de l'aspect purement ressources. Dominique Chauvin, prospectiviste. On a longtemps pensé qu'on allait être en pénurie d'énergie. Souvenez-vous du peak oil dans les années 2000. En fait, en matière d'énergie, on reçoit beaucoup plus d'énergie que ce dont on a besoin par l'énergie solaire. Et le problème est plus un problème de récolte de l'énergie et de transformation de cette énergie, d'où les problèmes de métaux rares, d'où les problèmes industriels. Et à vous entendre, on peut se demander si le vrai sujet n'est pas une pénurie de métaux, de matériaux. Et est-ce qu'il n'y a pas, dans une vision prospective, des recherches et une vision à avoir sur la transformation de l'énergie solaire qui, elle, est très très abondante, en matériaux, de façon à pouvoir adresser le problème des matériaux par les biomatériaux, et en particulier par ce qu'on appelle les matériaux hybrides, c'est-à-dire des mélanges structurels entre de l'organique et de l'inorganique. Alors il y a 5-6 ans, des matériaux hybrides, il y en avait 0. Aujourd'hui, il doit y en avoir déjà plusieurs milliers qui sont des matériaux à la demande, c'est-à-dire correspondant aux caractéristiques qu'on veut avoir en matière de résistance et qui sont donc fabriqués, je dirais, sur demande, de façon à adresser cette question de matériaux. Et la question, elle est donc bien, je dirais, de la transformation du soleil en matériaux par des technologies qui commencent à émerger aujourd'hui, comme la photosynthèse artificielle. Et est-ce que, dans une recherche prospective, ce n'est pas ces sujets-là qu'il faudrait investir aujourd'hui pour être plus, je dirais, en état de répondre aux questions d'ici 15-20 ans? Je vous suis tout à fait là-dessus. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé de bio-inspiration, de biomimétisme. La photosynthèse, ce qu'on me dit pour l'instant, c'est que ça ne marche pas très bien parce que les rendements sont faibles. C'est ce qu'a fait le vivant. Mais c'est la seule énergie du vivant. À part les sources hydrothermales profondes avec une chimiosynthèse particulière, tout
tout vient du soleil. En 20 minutes, on reçoit ce qu'il faut en énergie solaire pour alimenter la Terre sur une année. Hein. Mais le travail est largement insuffisant là-dessus aujourd'hui. L'énergie de demain, elle est là. Hein. Regardez un arbre dans la cour, là, il y a quelques arbres. Qu'est-ce qu'ils savent faire, eux, là? Ils savent effectivement travailler à partir de la lumière solaire. Et il faut une chose que nous, on ne sait pas faire. Ils stockent l'énergie pendant la nuit. Et ils font ça à partir de l'eau. Donc c'est vrai que là, il y a un fabuleux gisement à aller chercher. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a beaucoup de recherche qui est faite sur la photosynthèse artificielle, etc. Il y a des groupes qui sont très actifs là-dessus. Après, c'est effectivement une question de rendement. Quand on est en dessous de 1%, on estime que ce n'est pas encore vraiment rentable. En tous les cas, pour des applications qui sont très énergivores, où on a besoin de beaucoup d'énergie d'un seul coup, rapidement, etc. Donc l'avenir est sûrement là, mais sur le long terme, quoi. On ne le fait pas assez vite. Il y a monsieur là qui a demandé. Allez-y, si vous l'avez, allez-y, posez votre Bonjour, question. Sandrine Guillou, je suis ingénieure des mines et je travaille chez EDF. Donc pour compléter ce qu'a dit le monsieur là-bas, à quand une vraie stratégie de recyclage à l'échelle européenne? Parce que je pense qu'on est spectateur complètement de notre transition énergétique de la Chine, des USA, et je pense que clairement il faut vraiment massivement qu'on investisse dans le recyclage, quoi. Si on veut avoir cette matière en Europe, pas seulement investir dans les mines. Il y a quand même des champions en Europe. Umicore, des groupes comme ça, c'est quand même des gros groupes. Et puis, à côté de ces très gros groupes, il y a aussi des petites structures qui commencent à se déployer, notamment en Espagne et au Portugal. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais enfin, il y a ça. Et puis après, il faut savoir ce dont on parle quand on parle de recyclage. Parce que c'est de métaux qui sont très concentrés. Facilement. Je sais, mais il n'y a pas assez d'investissement dans la recherche, à mon avis, sur ces sujets-là. C'est ça que je dis. Je ne sais pas comment on le mesure, mais en tous les cas, il faut qu'on arrive à plus recycler. La Commission européenne a quand même des programmes, lance quand même des programmes de recherche justement sur le recyclage. Voilà. Au niveau européen, il y a des programmes de recherche qui sont lancés. En revanche, je dois dire que sur crédits nationaux, c'est plus complexe. Voilà, donc quand le BRGM travaille sur des projets de recyclage, c'est sur crédit européen, voilà, c'est pas sur crédit français. Monsieur qui a demandé la parole. S'il vous plaît, sinon j'ai un micro bonjour. ici. Bonjour, Charles Thune. Puisqu'il était question pendant tout l'exposé de la Chine, pour paraphraser Mao Tse-tung, qui disait ne compter que sur sa propre force pour être maître de sa propre destinée. Le cluster maritime français a lancé un appel solennel au pouvoir public français pour mettre en valeur nos terres rares. Alors, nos terres rares, est-ce possible et est-ce rentable? Alors, rentable, je ne crois pas. Déjà que ce serait difficile de rentabiliser ça si on les extrayait dans une bonne vieille mine qui se trouverait sur les terres émergées. Donc, quant à aller chercher dans les terres immergées, c'est encore une autre histoire. D'ailleurs, la preuve en est que les Japonais nous annoncent depuis des dizaines d'années régulièrement, une fois tous les 10 ans, qu'ils ont découvert des nodules polymétalliques à 6 000 mètres sous l'eau, et puis bon, rien ne vient parce que c'est pas rentable par rapport, et c'est pas compétitif par rapport à ce qui est fait côté chinois ou côté africain, voilà. Donc voilà. Vous m'avez dit, est-ce que c'est possible? C'est ça que vous avez posé comme question également. Oui. Après, tout est question de prix, c'est-à-dire que ce sera possible tant que ce sera compétitif par rapport à d'autres sources. Et c'est l'argent qui aura le dernier mot là-dedans, parce que nous sommes dans cette société où tout est fonction de la compétitivité de ce type de matière première versus d'autres endroits où on peut aller la chercher. Et je pense qu'on peut attendre encore quelques années avant que ce soit compétitif. Je ne le vois pas trop venir à court terme. Allez, une petite question. Olivier Vidal, je crois que dans certaines de vos conférences, vous dites qu'il faut des métaux pour produire de l'énergie et de l'énergie pour produire des métaux. Et dans la conférence, je n'ai pas trop vu en fait, les limites en approvisionnement énergétique. Et finalement, les mines, ça marche essentiellement avec des énergies fossiles. Souvent, il faut des sources dans des endroits très reculés. Donc souvent des groupes de production un peu isolés. Comment on peut rendre ça propre ?
Est-ce que si on commence à utiliser du renouvelable pour faire ça, on ne va pas avoir des grosses difficultés en termes de retour sur investissement énergétique? Est-ce qu'il faudra également des métaux pour produire du renouvelable? Du coup, est-ce qu'il ne faut pas des réacteurs modulaires nucléaires qui auraient peut-être des intensités matières un peu plus faibles? Voilà. Ouais, bah c'est une vaste question. Moi, j'ai pas le détail technologique. Hein. Quand je dis il faut des métaux, enfin, je suis pas le seul à le dire. Hein. D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent ça. Il faut de l'énergie pour produire des métaux et des métaux pour produire de l'énergie. C'est une vision très macroscopique sans rentrer dans le détail de la chaîne technologique. Après, les mines, c'est pas forcément ce qui consomme le plus d'énergie. La partie extraction à ciel ouvert, etc. C'est plutôt ça peut être le broyage qui consomme plus d'énergie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la mine elle-même. Pour des métaux qui sont très concentrés, comme l'acier, par exemple, le fer, par exemple, ou l'aluminium, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la partie métallurgie qui consomme le plus d'énergie, puisque c'est un delta G0 de formation, donc il faut casser le minéral. Voilà, donc après, moi j'ai pas de solution toute faite. Après, utiliser des SMR, enfin des small reactors pour peut-être, moi je me prononcerai pas là-dessus, mais j'ai pas d'idée sur est-ce qu'il vaut mieux faire du renouvelable, du nucléaire, etc. Je répondrai pas à cette question. Ça demande vraiment une étude très fine et ça peut pas être dit en une phrase comme ça. Il faut faire une analyse de risque, il faut faire une analyse de possibilités. Enfin, c'est un problème qui est extrêmement complexe en soi. Oui, je voudrais peut-être un mot pour rebondir sur l'intensité matière dont on a assez peu parlé. On connaît l'intensité, enfin l'empreinte carbone d'un Français, l'empreinte carbone d'une entreprise, et on s'intéresse moins à l'empreinte métal d'un Français et d'une entreprise. Alors pour un Français, c'est de l'ordre de 5 tonnes par habitant et par an. Si on prenait l'habitude de faire ces calculs, de suivre l'évolution du paramètre et qu'on demande aux entreprises de calculer leur empreinte métal, je crois quand même qu'ensuite les acteurs se mettraient en mouvement pour arriver à réduire cette consommation en métaux. Mais il faudrait populariser ce genre d'indicateur. Bon, écoutez, merci à tous d'être venus. Donc, au nom du ministre, on va conclure cette deuxième série de conférences. Donc, merci beaucoup aux panélistes d'être venus ce soir nous présenter différents angles d'un sujet sur les métaux rares et la question de la transition énergétique. Merci à tous d'être venus et voilà, d'avoir partagé un certain nombre de questions avec nos conférenciers. Je vous invite, si vous le souhaitez, à un rafraîchissement avant que vous ne puissiez repartir d'ici. Très bonne soirée à tous.